Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une imprimante qu'on m'a énormément demandé. C'est la Artillery Sidewinder X1, donc qui est une imprimante qui est assez, on va dire, réputée. Il y a beaucoup de monde qui l'ont, qui ont dit qu'elle imprimait super bien, qu'elle était silencieuse, qu'il y avait beaucoup d'intérêt dessus. Il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a le Direct Drive, il y a plein de choses qui font que cette imprimante, tout le monde l'a choisie. Elle a une surface d'impression de 30 par 30 par 40, ce qui fait qu'au final, elle se place quand même assez bien. Hein. On a un tarif qui, en général, oscille entre les 360, 400 euros. Elle peut même descendre un peu plus bas. Elle arrive à descendre des fois à 320 euros sur certains sites. Là, elle vient de artillerie3dexpert.fr, hein, c'est-à-dire que c'est un site qui est en France, qui est à Paris, donc du coup, enfin à côté de Paris, ce qui fait que du coup, votre imprimante, quand vous la commandez, là, vous n'avez pas de frais de douane, vous avez un stock qui est en général assez suivi. On a de la pièce SAV, on a de la carte mère, on a des pièces détachées qui vont être disponibles en France, chez eux, du coup. Et du coup, on n'a pas de frais de douane, comme je disais. Et l'avantage, c'est que si vous la commandez, par exemple, le lundi, dans la fin de la semaine, vous l'avez. Et ça, c'est un énorme point intéressant, parce qu'au final, par rapport à des trucs, des fois, que vous allez commander chez Gearbest ou d'autres sites, vous l'avez, hein, chez Gearbest, des fois, elles sont un tarif un peu plus bas, mais le problème, c'est que le tarif plus bas, des fois, vous allez quand même l'avoir de Chine, ou risquez peut-être d'avoir des frais de douane si elle n'est pas en entrepôt européen. Et ce qui va se passer aussi, c'est que des fois, là, avec le Covid et tout, là, c'est mort. Les stocks, là, si vous en voulez, des fois, ça met 2-3 mois à arriver. J'ai vu des personnes sur la U50 qui ont mis du temps, qui ont mis 3 mois à les recevoir, leur machine. Le problème, c'est que c'était à cause du Covid et que les machines, il n'y avait plus de stock qui était approvisionné en Europe. Donc là, du coup, ils ont reçu des conteneurs, et il y en a quelques-unes qui sont disponibles sur leur site. Franchement, allez faire un tour. Franchement, vous l'aurez dans la semaine si vous commandez. Franchement, c'est intéressant, parce qu'au final, vous avez le SAV français. C'est pareil, s'il y a un souci, vous les contactez eux, et du coup, ça vous permettra d'avoir un interlocuteur français, quoi. Voilà. Donc, avant de m'éparpiller là-dessus, déjà, je vais leur dire un énorme merci aussi. C'est franchement, ça fait super plaisir qu'ils m'envoient la machine pour la tester, faire la review, tout ça, faut la présenter, et puis du coup, m'en servir d'outil pour ma chaîne. Franchement, déjà, je les remercie pour le super boulot qu'ils font. Donc merci à vous, si vous regardez ma vidéo. Voilà, donc maintenant on va partir sur la vidéo de la machine. Avant tout ça aussi, je vais vous dire merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. On est à 5500 abonnés à partir du moment où on va faire la vidéo, là, où elle va être en ligne. Il y a ça, il y a les 1025 abonnés, je crois, sur Instagram. Ça commence à monter, ça commence à être intéressant. Ça fait que du coup la communauté grandit. On commence à avoir, enfin moi je commence à avoir du monde qui commence à faire des dons sur Tipeee, il y a Utip aussi qui a quelques dons qui arrivent, mais sur Tipeee, là, on est monté à 60 euros ce mois-ci, là, ça fait du bien, parce que du coup, ça permet de voir l'avenir de la chaîne qui peut-être va monter d'un coup. Je vais essayer de vous poster plus en plus de contenu régulièrement et tout ça. Il y aura la vidéo de la Sidewinder, il y a la QQS FL-Sun, là, la Delta, il y a la D9 qui va arriver aussi. Là, je vais avoir beaucoup de contenu, je vais avoir aussi elle, là, la Anycubic 4 Max Pro, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, mais je vais vous la présenter quand même, parce qu'elle est vraiment intéressante comme machine. Il y aura aussi toute la partie électronique, tout ce qui est composants, tout ça. Enfin, avant de m'éparpiller, je vous en reparlerai peut-être à la fin de la vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager énormément autour de vous, la chaîne, de faire connaître. Il y a le Instagram, vous verrez tout ce que je fais dessus, les projets de droïdes, R2D2, BB8, il y a d'autres droïdes, il y a d'autres trucs qui vont arriver, il y a plein de projets. Enfin bref. On part sur la Sidewinder X1. Donc je vais pousser ça, on va déballer tout ça. Alors j'ai juste ouvert le carton, c'était juste pour voir si si GLS l'avait pas éclaté, parce qu'en fait le carton il est complètement déchiré de ce côté-là, et en fait c'est GLS qui ont fait de la merde, quoi. Parce qu'elles sont parties, elles ont été expédiées en 24 heures, et en fait GLS, dans ma région, en Limousin, GLS ils n'ont pas envie de bosser, donc voilà. En fait c'est moi qui ai été la chercher à l'entrepôt, qui est à 40 km d'ici aller, 40 km retour, parce que le mec avait pas envie de venir jusqu'ici. Donc voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tourné pendant 48 heures. En fait, elle a tourné un jour, le lendemain, ils m'ont posté le truc comme dire vous avez qu'à venir la chercher. Au final, le mec, il veut pas venir. Voilà. Bon, ça, déjà, ça fait bien, quoi. C'est super. Enfin, bref. J'ai juste ouvert pour voir si elle n'était pas esquintée, quoi. Enfin, si le carton n'était pas complètement éclaté, ni quoi que ce soit. Donc, on a un carton qui est quand même assez bien protégé. Hein. Ça, c'est intéressant. Par contre, c'est qu'ils foutent des renforts comme ça. C'est du carton doublé, bien compressé, ce qui fait qu'il est super solide. Ça évite que le carton se plie en plein milieu. Mais le truc, c'est qu'il va pas se plier sur les bords, mais au milieu, il n'y a rien quand même. Donc, on va déballer tout ça. Alors, pour préciser, la première partie, là, parce qu'en fait, je vais faire deux parties. Je vais faire la première partie, donc ça va être l'assemblage, parce que sinon, moi, vous savez, mes vidéos durent longtemps. Je vais vraiment vous présenter la machine complète. On va regarder ce qu'il y a dedans, la carte mère, on va voir ce qu'il y a comme extrudeur, on va regarder vraiment tout en détail. Je vais vous dire ce que j'approuve ou ce qui pourrait être à revoir. Hein. Ça, c'est vraiment le... Moi, j'aime bien faire ça, parce qu'au final, vous avez
quelque chose un outil. On va dire la première partie, ça va être vraiment pour connaître la machine en elle-même, et la deuxième partie, je ferai des impressions. C'est pour ça la deuxième partie, elle arrivera d'ici quelques temps, parce qu'elle va imprimer beaucoup de pièces, vu qu'elle est en 30 par 30 par 40. Elle va imprimer des grosses pièces quand même qui sont prévues pour le droïde là. J'ai beaucoup de choses à mettre dessus qui vont être. Enfin, j'ai beaucoup de choses à finir en fait. Donc, du coup, bah, c'est là où on va voir que les pièces, déjà, elles vont être utiles. Hein, ça va être des pièces qui vont servir. Alors, du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu sur la petite caméra qui est là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi? C'est le slicer préparation. Bon, ça, c'est en gros, c'est un petit manuel d'installation. Donc, ça, c'est le manuel d'installation pour lancer l'impression et tout ça, apparemment, de ce que je vois. Il y a un petit QR code. Ah, j'ai oublié de vous préciser aussi sur le carton là. Vous avez un espèce d'autocollant là, de artillerie3dexpert.fr, vous flashez le QR code et en fait ça vous envoie sur leur site pour l'installation, quoi. Ça peut vous servir, quoi. Hein, pour le montage et tout ça. Après moi je vais vous faire ma vidéo à moi, c'est pour ça que voilà, quoi. Donc ça c'est la checklist, c'est le contrôle qualité. Donc au moins eux ils cochent pour vérifier qu'il y a tout dans le carton, quoi. En gros, ouais. Mouvement XYZ smoothly. En gros ils contrôlent même les mouvements. Hein. Les poulies, les coupleurs sont fixés correctement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'extrudeur qui est connecté correctement, les refroidissements qui sont bien, qui sont pas cassés. Le carriage, le X carriage, en gros, tout ce qui déplace l'extrudeur, il est ok. Là, il y a tout en fait, il y a vraiment tout. Power fail resume feature, en fait, il regarde si elle travaille vraiment. Enfin, est-ce que ça c'est vraiment vérifié? On le saura jamais à mon avis. Mais bon, en gros, ils ont mis des tampons sur tous les machins. Ça, après, vous le verrez sur votre machine. De toute façon, je pense que s'il n'y avait pas le tampon, il n'aurait peut-être pas envoyé la machine. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à les mettre, les tampons. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Ok. Donc, lire le manuel complètement avant de l'installer et d'allumer l'imprimante. Ouais, donc ça, c'est normal. Hein, il y a pas mal de choses. Statique discharge, hein, pour vos doigts, si vous avez de l'électricité statique, évitez de toucher les composants ou quoi que ce soit. Ou vous mettez votre main à la masse ou quelque chose sur un objet métallique ou quelque chose. Vous essayez... Tiens, il y a les petits bracelets exprès, là, quand vous faites de l'électronique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les chocs électriques, hein, évitez de foutre le doigt sur... Ouais, parce que le plateau, là, il est en 220 volts. Ce qui veut dire que le plateau, il va falloir quand même faire attention à ce que vous faites. Hein, ça peut être dangereux quand même. De toute façon, après, même un plateau de 24 volts qui fait 30 ampères, ça peut être mortel. Hein. Les ampérages, ça peut faire mal. Parce que c'est l'ampérage qui va tuer. Donc ça, c'est juste pour lire le manuel. Ça, c'est quoi? Un petit papier pour connecter... Ouais, en gros, c'est pour vous expliquer comment connecter l'espèce de nappe de câble qui est sur l'extrudeur. Hein, pour l'installer proprement et éviter de l'abîmer, justement. Ok. Donc ça, on va le voir tout ça après en détail. Ça c'est qu'un scotch. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le manuel de fonctionnement. Bon, en fait, c'est une sorte... Ouais, c'est le manuel d'installation. En fait, il vous dit juste de sortir le portique, de foutre les 4 vis, de monter le support de bobine, le capteur de filament, de brancher tous les end-stop et les moteurs. En gros, c'est une notice comme toutes les autres machines, quoi. Après, il y a quand même un petit truc qui vous parle du calibrage auto. Même pas, c'est même pas un calibrage auto sur ça. Non, ça c'est un calibrage manuel, en fait, ça va être le calibrage en 4 coins avec la feuille. Donc il y aura ça. Ouais, donc on vous explique comment positionner vos nappes, comment régler vos excentriques si jamais c'est pas fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est quoi? En fait, là par contre, le truc, je me rends compte que c'est écrit en allemand. Il y en a peut-être une autre en anglais quelque part. Mais là, ouais, c'est écrit en allemand par contre. Enfin, c'est pas grave, en gros, on comprend par rapport au dessin, on comprend un petit peu, puis après, il y a des QR codes là aussi. De toute façon, ma vidéo va vous servir aussi à ça, hein. C'est que moi, je vais la monter, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là, il y a des mousses. Alors, comment c'est ficelé, ça? Alors, on va voir tout le bordel qui est là. Donc là, on a quoi? Donc là, ça, c'est le support de bobine, d'après ce que je vois. On a le câble d'alimentation européen. Alors, je vais essayer de faire de la place, de mettre ça sur la chaise, là. Ça ne me gênera pas. On a un autre câble, ça, c'est la prise anglaise. On a la petite sacoche avec tous les outils, avec le petit logo SWX1, Sidewinder X1, avec la petite police de texte style militaire. Parce que ouais, le Sidewinder, c'est un missile, normalement. Un missile qui était utilisé sur les avions de chasse américains. Alors on a 2 roulettes de rechange, on a une LED en plus. Il y a une petite LED, parce que j'ai regardé quelques vidéos quand même. Il y a une LED sur l'extrudeur. Hein. Bon, après, ça sert à qui le voudra. Moi, j'imprime, c'est dans l'atelier. La nuit, je passe pas ma nuit devant la machine. Ça, c'est, je sais pas si c'est une nappe de rechange ou si c'est celle qui va avec. Donc, on a la visserie. On va voir les 4 vis qui sont là, à mon avis. Ouais, avec les clés Allen. Tac. On va mettre ça de côté, parce qu'on en aura besoin. La clé USB. On a une 16Go. Non, même pas, c'est une 1 Go. Clé USB d'1 Go. Ok. Et on a une petite clé plate.
8 et 8 et 10. Pour démonter en général, ça c'est les 8, c'est pour les buses, puis les 10 c'est pour les excentriques. Bon, c'est cool qu'il file une clé plate, quoi, c'est pas mal. Ça fait des outils. De toute façon, après, avec toutes les machines qu'on reçoit en général, quand on fait de l'impression 3D, au final, on finit par en acheter plusieurs. On commence à se retrouver. Alors, par contre, ouais, je viens de regarder un truc là, c'est qu'il n'y a pas le. Il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas les pinces comme ça. Et bon, après j'en ai une pétée donc ça va. Puis les pinces comme ça coûte pas des masses. Et c'est vachement pratique pour couper le. Ça, c'est pour couper votre filament ou même pour d'autres trucs. Moi, je m'en sers pour l'électronique, pour couper des pattes de composants et trucs comme ça. C'est super pratique ces petites pinces là. Et maintenant, j'en ai une collection avec toutes les imprimantes que je reçois. Donc, ensuite, bon, il n'y a plus rien. Donc là, on va avoir tout le. Ouais, donc là, c'est le portique. N'empêche, je trouve que. Le bleu, l'espèce de bleu anonisé là, il est chouette. Ouais, c'est du bleu anonisé sur de l'alu en fait. Ouais. Bleu anonisé, c'est sympa. Ça change un petit peu du rouge des AlphaWise ou du noir des autres machines de base. Donc ouais, on a un beau petit profilé là. On a un combien là? Ah, c'est un 60. Donc là, on a un profilé de 20 par 60. C'est pas mal. C'est assez costaud. Au moins, c'est sûr que le portique là, il bougera pas. L'axe X là, au moins, il bougera pas, ça c'est sûr. Donc, hop là, on va poser ça ici. Normalement, ça devrait... Ça tiendra même pas parce que les moteurs sont pas en bas. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir. Je vais tout sortir et je vais vous reprendre tout de suite. Allez, j'ai tout sorti du carton. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Alors, donc on va voir... Eh ben justement, ils vous mettent pas de trucs coupants là, mais ils vous foutent des colliers riselants. Donc ça, c'est un truc un peu... Alors, je vous le dis tout de suite, hein, si vous regardez la vidéo, ça, ce n'est pas fourni avec, c'est la mienne hein, que j'utilise là pour couper les petits riselons qui sont sur le portique. On va avoir deux petits riselons qui sont ici. Il y en a deux de ce côté, il y en a deux de l'autre côté. Faites gaffe à ne pas couper votre nappe hein, quand vous allez couper. Donc du coup, j'avais bien raison, c'est bien une nappe de rechange qui est dans le truc là, parce qu'il y a déjà celle qui est montée là. Bah, d'un autre côté, c'est pas plus mal qu'elle soit déjà montée, parce qu'au final, ça vous évite de le faire. Elle est déjà installée sur la machine. On aura juste... Ah non, il y a une... Non, qu'est-ce que je dis? Non, en fait, la nappe, elle est déjà branchée, hein, c'est bien ça. Elle va juste ressortir... Ah non, il y a ici, là. En fait, ici, ce qu'on va connecter... d'ici, en fait, on va le connecter là. C'est là qu'on va devoir... je pense qu'on va devoir le monter un petit peu, quand même. Mais en fait, ça tient comme ça. Je vais éviter de... Donc là, ça, c'est bon, j'ai détaché. On va regarder les roulettes et tout. Après, on va contrôler... En général, ce que je fais, les roulettes, c'est que je regarde à la main si elles sont libres. Si elles tournent, c'est que les excentriques sont pas serrés. Bah là, elles tournent, celle-là. Elles tournent. Alors après, on a d'autres choses intéressantes. Là, ça peut être pas mal. On va regarder après. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de tout ça. Je vais l'assembler vite fait, la machine. Poser comme ça. Alors, le plateau. On va enlever le scotch. Le scotch papier de peintre, là, c'est... qui colle quand même pas mal avec le voyage. Il a dû pas mal prendre l'humidité, le scotch, là. Attendez, on va enlever ça comme ça. Tac. Regardez qu'il en reste pas dessous. Ouais, c'est bon. Donc ça c'est quoi? Don't remove before. Ne pas enlever avant l'assemblage, enfin avant la fin de l'assemblage. Bon, ça c'est en gros c'est pour vous dire d'éviter de foutre vos. À mon avis, je pense que ça va être pour éviter de foutre vos doigts gras dessus. En général, je passe toujours un coup de pipchit d'alcool. La première fois que je vais utiliser En fait, la surface c'est un style ultra base, comme sur les Anycubic et tout ça. En fait, ces surfaces-là, si vous faites ça avec vos mains, ça va déposer des couches de graisse dessus et vous allez avoir des soucis d'adhérence. Et en général, les soucis d'adhérence sur l'ultra base, ça vient des doigts. C'est pas compliqué. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit pchit d'alcool, là, alcool ménager à 95 ou de l'isopropylique, vous en pchitez là-dessus, vous prenez un microfibre, vous essuyez. Et vous ne remettez pas vos doigts dessus juste après en faisant ça, vous savez ce que je veux dire. En gros, dès que vous allez faire ça, après ça sera bon. La surface d'adhérence, normalement, elle aura son pouvoir d'adhérence. Parce qu'en fait, les espèces d'ultra base, là, c'est des micro-trous. Et quand ils chauffent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se dilater. Et ça va faire une espèce d'effet ventouse qui va coller votre pièce. Et en refroidissant, c'est pour ça que la pièce se décolle toute seule, parce qu'en fait, il perd son espèce de déformation, en fait, sa dilatation. Et c'est comme ça que ça fait que ça se décolle. Alors là, on vous précise bien le petit 220 ici. Ça, le petit logo, là, le petit 220, je vous le conseille de le laisser. Ça peut servir, parce que si jamais vous prenez vos machines, vous allez vous promener quelque part, et qu'il y en a un qui voit 220, il va peut-être se dire, je vais peut-être pas foutre les doigts sur les fils. Surtout que le fil, est-ce qu'il est couvert? Ouais, il est quand même sacrément bien protégé, le fil. Il est dans une espèce de gaine, là, il est bien protégé. Le plateau, il a l'air assez costaud. Putain, là aussi, on a un profilé de 20 par 60. On a un profil de 20 par 60 avec la courroie qui est sur le côté, en fait, en sandwich, là. Pas mal. C'est pas mal. Il a l'air d'être bien réglé, par contre, lui, le plateau. Il a l'air bien réglé. On a des espèces de grosses molettes, là, c'est pas mal. On a quoi? On a des ressorts jaunes, donc des ressorts renforcés. Ça, c'est pas mal. Donc ça, je pense qu'on en avoir besoin.
Moi je l'ai enlevé, mais en gros je pense qu'aussi ils vous disent de ne pas l'enlever, c'est pour faire gaffe quand vous allez poser votre extrudeur, que ça vienne pas s'écraser dessus. On peut s'en servir aussi pour faire le calibrage. Moi pour faire le calibrage, je vais me servir d'un... En général ce que je fais c'est que je prends des post-it, j'en ai toujours sur le bureau, je prends des post-it, et ils font pile l'épaisseur que moi j'ai besoin pour faire mon calibrage. Donc voilà. Donc après qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, toute la base là, on va avoir le profilé donc 20 par 60 que je vous disais. On n'a pas de tenseur de courroie, c'est une plaque métallique, mais la courroie elle a l'air d'être déjà pas mal... Ouais, elle est pas mal tendue. Elle est pas mal tendue, mais on n'a pas de tenseur de courroie, hein. C'est directement fixé sur le profilé, on ne pourrait pas reculer ou avancer. Vu que c'est un profilé de 20 par 60, comme je vous disais en largeur, il y a des tenseurs de courroie, là, pour trouver un modèle spécifique, ça sera autre chose. Mais bon, vu comme elle est bien tendue, ça devrait aller. Il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a tous les petits câbles ici. Je vais devoir débrancher ça. Ça, c'est les câbles pour les moteurs, qui sont ici. On va enlever les petits scotch avant. Tac. Là, on a de ce côté. Alors de ce côté, on en a un pour le moteur et le end-stop, je pense. Ouais, le end-stop qui doit tomber là. Ah, c'est ça. On a le end-stop qui tombe là. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être voir pour essayer de vous rapprocher une des caméras là, pour voir. Quoique, je pense que vous allez bien voir. Peut-être là, ça devrait aller. De toute façon, je vais vous faire des gros plans. Après, je vais prendre la caméra principale. Je vais faire des gros plans pour vous montrer l'extrudeur, la carte mère, tout ça. Quoique la carte mère, je pourrais peut-être vous la montrer. Je vais monter le truc, comme ça, je pourrais foutre le parti sur le côté et ça m'évitera de poser la machine sur ça. Donc on va assembler ça. Donc on nous dit dans la notice qu'il y a 4 vis à mettre. Donc on va mettre les 4 vis. Après il y en a un peu plus de 4 parce que je pense qu'il y a des vis de rechange. Il y a de la vis de rechange. Après il y a les vis aussi qui sont pour le support de bobine. Alors le support de bobine, on verra comment il est fait aussi. Donc du coup, les 4 vis, c'est les 4 grosses BTR, la noire. On va avoir besoin de ça et la clé Allen. Tac. Donc on va prendre ça. Alors du coup, comment ça s'installe? On va installer sur le côté. Il n'y a rien qui risque d'appuyer sur le côté. Ok. On va mettre ça comme ça. On prend ça comme ça. Là, ça se cale bien dedans. C'est bien ajusté. C'est pas mal. Bon, elle est vraiment simple à monter. Hein. Franchement, on nous dit... je sais pas combien il y en a qui ont mis du temps à la monter, mais franchement... Je vous le fais en temps réel, il n'y aura pas de coupure, à part la coupure quand j'ai pris le... Quand j'ai viré le carton, là, mais en général, je vous fais pas de coupure sur mes vidéos, de toute façon. Par contre, j'aime pas leurs clés Allen, elles sont un peu petites, elles sont un peu courtes. J'aime bien travailler avec mes outils à moi, mais bon. Tac. Donc, celle-là, elle est mise. On va regarder que l'autre côté, c'est bien enfiché dedans. Je mets pas les 4 tout de suite, hein, je regarde toujours que les 4 côtés sont bien... Voilà. Parce qu'il n'était pas bien rentré, donc... Hop. On prend l'autre côté. Ouais, donc ça c'est pas grave. Tant que ça claque pas sur le truc. Tac. Voilà. Bah vous voyez, franchement, je crois que c'est l'imprimante la plus facile à assembler que j'ai eu jusqu'à maintenant. Enfin, la plus facile à assembler. On va dire qu'elle est quasi... En fait, je pense qu'il pourrait limite faire un carton un peu plus gros et les envoyer full assemblés, peut-être pour 20 € de plus, je sais pas, ou un truc comme ça. Et en gros, les gens, ils auraient juste à l'assembler, quoi. Enfin, à la sortir du carton, à la brancher, plus gameplay, quoi. Parce que franchement, vu le carénage qu'elle a et tout ça, elle est quasiment terminée, la machine, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Ouais, c'est que ça prend dans le vide, parce que ça vise pas, en fait, là. Là, c'est mieux. Quand je suis dans le trou, ça va mieux. Voilà. Tac. Donc maintenant, je peux mettre les deux autres. De toute façon, on peut même pas trop l'ajuster, parce que c'est déjà... Ouais, en fait, c'est vraiment... Je pense qu'ils l'ont fait au millimètre, hein, le truc. C'est vraiment... On peut pas jouer de toute façon sur l'écart. C'est vraiment calé au millimètre, là. Alors qu'il y a certaines machines où vous avez un petit peu le particle qui bouge. Alors par contre, on n'a pas d'autres renforts ni quoi que ce soit. On n'a pas de T ou quoi que ce soit qui vont tenir le profilé. C'est juste les 4 vis. Je vais la retourner dans l'autre sens. Elle est pas très très lourde, franchement. Elle est bien manipulable. Enfin, je veux dire, elle est bien, franchement. Bon, là, ce qui bouge, c'est les T-slots qui sont en haut, là, pour le support de bobine. Hop là, on la pose comme ça. Même le dessous, c'est propre. En fait, il y a certaines machines, j'ai vu, où ils avaient des carénages, mais en fait, dessous, c'était creux, c'était ouvert. Alors du coup, vous pouvez quand même toucher les composants, mais pas en dessous. Là, c'est vraiment protégé. Il y a une grille qui protège le ventilateur. Par contre, alors moi, ça, c'est un truc que si je pouvais conseiller aux marques, quand vous mettez des grilles comme ça, essayez de mettre quand même dessous un filtre à poussière.
Parce que la poussière, elle y va quand même. Et sur les cages de PC, les ventilateurs de PC, on a ça. On a un filtre à poussière qui est calé derrière ça. Ça évite que toute la poussière remonte dedans. Parce que c'est pareil, ça. Une espèce de cage, là. Ça, cette cage-là, c'est bien, mais ça va pas limiter. Si vous avez des morceaux de filament ou quoi que ce soit, ça va quand même passer dedans. Et des fois, ça arrive à péter des pales de ventilateur. Et votre ventilateur, bah, il va se mettre à vibrer, il va être mort. Et puis voilà, quoi. Ce qui veut dire... En fait, là, toute la poussière... Bon, lui, il est en mode extraction, ce qui veut dire qu'il va extraire la chaleur. Mais bon, un petit filtre à poussière quand même quelque part, ça permettrait d'éviter de la poussière qui rentre dedans. Ça, c'est... Enfin, c'est... Voilà, quoi. C'est des petits conseils que je peux donner comme ça, quoi. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher tout ce qu'il y a à brancher. Donc, du coup, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a à faire. Alors là, vous avez les câbles de moteur. Donc là, vous avez un câble de moteur qui est ici. On le rentre comme ça. On a le end-stop qui est sur le côté. On le plante dedans. Il est vraiment ajusté au ras. Hein. Il est au millimètre. Franchement, on n'a pas de marge de plus. On a le deuxième qui est ici, le deuxième Z. Donc là, c'est bon. Ensuite, en façade, sur le côté, ici, je vais décaler lui pour que vous voyez un petit peu. Ah, c'est pour ça qu'on vous dit de faire gaffe aussi. Évitez de frotter sur l'ultrabase. Là, c'est bon, ça va pas. Bon, c'est rien. Ça va pas frotter. Alors, ensuite, on a le câble ici. Donc ça, c'est le end-stop qui est ici. Donc ça, c'est le end-stop de Z. Par contre, il y a de la colle ou je sais pas quoi là. Il y a de la colle. C'est le scotch, ça, qui a fait de la colle un peu. Voilà, donc là, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Le moteur, il est bien. On a du scotch un peu partout là. Ça, c'est le scotch qui tient la nappe. Ah, la nappe, elle n'est pas branchée là. Donc cette nappe là, ouais, c'est celle de l'extrudeur, ça. Donc on a encore une nappe ici, que vous allez voir là, comme ça. Donc là, il faut la prendre, la retourner et l'enficher dedans. Bah voilà, c'est tout con en fait. Ça se rentre juste comme ça en force. Voilà. C'est franchement pas mal comme système, ça évite d'avoir les espèces de grosses gaines dégueulasses là qu'il y a sur les AlphaWise. C'est pas mal. Par contre, faut espérer que dans le long terme, ça ne s'abîme pas, parce que vu l'épaisseur des câbles, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop d'ampérage dedans qui viennent faire cramer l'espèce de nappe, parce qu'il y en a sur les Anycubic 4 Max Pro, là, c'est exactement le même système, et il y en a beaucoup qui ont les nappes qui crament au niveau de l'extérieur, parce que bah, quand la cartouche de chauffe, elle prend, en bon moment, ça prend, quoi. Et voilà, quoi. Donc ensuite, on va en avoir un autre qui est ici. Alors, une autre nappe qui est sur le côté là, donc celle-là, on a juste à virer le scotch. C'est pareil, faites attention, ne tirez pas comme des sagouins. Et les nappes comme ça, évitez de les plier à angle droit, parce que quand vous les pliez à angle droit, ça casse les pistes dedans. Ça casse les pistes et après elles ne fonctionnent plus. Et eux, déjà, ils l'ont plié en plus. Eux, ils l'ont plié, ouais. Ils l'ont plié, mais ça va, c'est pas un angle droit, c'est légèrement tourné. Donc là, on enfiche ça là-dedans, proprement. En fait, on l'attrape par l'espèce d'autocollant qu'ils ont mis là. Il y a une espèce d'autocollant, vous pouvez le mettre proprement comme ça. Tac. Il n'y a pas besoin de forcer, hein. C'est vraiment... Dès que c'est rentré, c'est bon. Enfin, je veux dire, vous le mettez... que ça aille pas plus loin, mais vous n'y allez pas comme un tuto pour forcer, parce que c'est comme ça qu'on casse la nappe, justement. Voilà. Bah donc, en gros, là, la bécane, il reste le moteur X, qui est sur le côté, là, qui est le petit câble. Tout le reste est branché. Ouais, tout le reste est branché. En fait, là, la machine, elle est prête. Il n'y a plus qu'à mettre le support de bobine là. Ils l'ont bien emmitouflé dans son film alimentaire. Donc ensuite, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça va se mettre comme ça. On a le petit capteur de fin de filament qui est là. Donc ça va se mettre à l'arrière, ouais. Tous les T-slots sont là. Ouais, ça va se mettre à l'arrière. Ok. Donc là, il va falloir. Tac. Alors je vais vous montrer vite fait. Tac. Alors votre support de bobine. Donc on a un espèce de roulement là. Par contre, alors ça c'est bien parce que vous pouvez régler l'écartement pour la taille des bobines si vous avez des grosses bobines. Par contre, non, ne mettez pas des grosses bobines là-haut. Je vais quand même contrôler le serrage du portique, voir que c'est vraiment bien serré. Mais comme je vous disais, vous avez vu, il n'y a pas de T. Il n'y a pas de T, donc il n'y a pas de renfort. Donc ça peut bouger un petit peu hein, des fois par la suite. Et le gros inconvénient aussi de cette machine-là, c'est que si vous voulez rajouter un espèce de barre de renfort, vous n'avez pas de profilé sur le côté, donc vous ne pouvez pas le mettre dans le carénage. Ça c'est... Après, c'est peut-être pas forcément un point négatif, on verra en conditions réelles.
On va imprimer des pièces qui vont aller jusqu'en haut. Ça, c'est super important de vérifier ça aussi, c'est de faire des pièces qui sont dans ce qu'on va lui demander à la machine, quoi. C'est vraiment des pièces, voilà, quoi. Quand on prend une machine qui monte jusqu'à 40, eh ben, on va être sûr que ça monte jusqu'à 40. On aura le petit câble de filament ici. Alors lui, on va le faire passer par en dessous. Quoique, il y a le petit trou qui est ici. Là, il y a un petit trou. Alors par contre, on va essayer d'éviter de le foutre dans la courroie. Voilà. On a un petit trou là, qui est là. Ça pourrait peut-être servir à mettre ça. Tac, on va le mettre comme ça. On attache le petit connecteur blanc derrière le stop, enfin le capteur de filament. Puis voilà, on est bon. Il est sur rotule, donc c'est pas mal, ça bouge bien. C'est quoi? C'est... Ouais, ça a l'air d'être serré, on regardera. Si ça bouge pas. Les petits slots, vous les alignez en face. Vous prenez vos vis. Franchement, je sais pas combien de temps j'ai mis à l'assembler. Vous avez vu, je l'ai fait en temps réel. J'ai pas accéléré ni quoi que ce soit. J'aurais peut-être pu aller plus vite parce que je discute en même temps, hein, pour vous expliquer les choses. Mais franchement, la machine, il y a un trou qui était mal percé. J'ai dû forcer un petit peu. C'est la peinture qui est... La peinture cuite au four, là, elle était pas bien nettoyée, on va dire. Au niveau du trou. Bon, c'est pas grave ça. Bon, après, les bobines... D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai remarqué, et que vous avez remarqué sûrement dans la vidéo. Il n'y a pas de filament de fourni avec. Hein. J'avais pas de filament, j'ai rien eu. J'ai rien avec. J'ai pas de filament. Alors heureusement que j'ai du stock perso. Donc du coup ça on va le mettre comme ça. On va la faire glisser. Donc je vais le desserrer un peu. Tac. Après vous voyez c'est super pratique parce qu'au final on a juste à faire glisser. On pose la bobine dessus. Tac. On a juste... Et voilà quoi. Poser dessus. Là, alors, faut faire gaffe parce qu'il y a des petites mâchoires sur les roulements. Faut bien le caler dans les petites mâchoires des roulements. Et une fois que c'est fait, bah voilà, ça tourne quoi. Ça tourne. On n'a plus qu'à serrer. Alors après, il y a des bobines qui n'ont pas toutes la même taille. Ça, si jamais... Moi, de toute façon, le support de bobine, en général, je les vire. Et dans notre atelier, de l'autre côté, j'ai une espèce de tringle au-dessus qui utilise toute... en fait, qui me sert de support de bobine. Quoi. Parce qu'après, vous voyez, sinon, c'est... Vous avez juste... Alors, par contre, c'est super, mais les bobines qui ont des trous comme ça, c'est pareil aussi. Faites gaffe que ça se coince pas dedans. Vous voyez, sinon, c'est super banal. Hein. C'est basique, quoi. C'est vraiment basique. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est monté. Il y avait autre chose que je voulais vérifier quand même, c'était que le portique soit vraiment bien serré. Parce que je trouve qu'il bouge quand même un peu. Bon, ouais, je l'ai quand même bien serré, pourtant. Ouais, je l'ai serré. Il est serré de tous les côtés, mais ça bouge un petit peu. Ça bouge un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. C'est vraiment banal, quoi. Après, il faut prendre en compte aussi qu'il y a la table qui est en bois et qui est un peu flexible. Donc du coup, ça risque de bouger un petit peu. Voilà, donc le montage de la Sidewinder X1 hein, en temps réel, vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps, elle est finie, hein. Il reste des vis là, mais ça c'est des vis de rechange, hein, de trucs de plus qui restent pour si jamais on en a besoin. Il y a les clés BTR, il y en a certaines on n'en a même pas eu besoin. Après les toutes petites, ça sert en général pour les coupleurs qui sont derrière. Bon après les coupleurs, je vais juste regarder vite fait, mais je pense qu'ils sont serrés. Ouais, ils sont serrés, franchement les coupleurs, c'est même pas celle-là, c'est celle-là. Ouais, les coupleurs sont serrés. Alors c'est pareil, éviter de désynchroniser, bon, de toute façon c'est fait exprès. Alors on va en parler de ça. On va en parler. Je vais prendre la caméra, je vais la rapprocher un petit peu, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dessus, là, des petits points positifs que j'aime bien dessus. Et après on verra, on va l'allumer aussi, on va regarder la carte mère. Je vais ouvrir le boîtier, je vais vous montrer la carte mère dans un petit moment là. On va regarder l'écran, tout ça, on va regarder vraiment tous les petits détails. Alors il y a le petit film plastique qu'on va enlever là. Voilà, donc on se retrouve devant la Sidewinder X1. Franchement, c'est une machine, déjà le bleu il rend vraiment bien, ça fait joli. Bon, c'est sympa quoi. Puis sur un bureau, je trouve qu'elle est classe. Vous voyez que là, mon espèce de plaque de bureau, là c'est un plan de travail, il fait 60. Il fait 60 de profondeur. On est dessus, on est posé. Alors je vais la poser à ras le truc là pour voir, hein, si ça vous intéresse de savoir l'encombrement que ça peut avoir. J'ai pas pris mon mètre pour mesurer, mais on va reculer à fond le truc pour voir si ça pourrait toucher un mur. Bah non, elle s'arrête pile à 60. Elle s'arrête vraiment à ras le bord là. Ce qui fait que si votre plan de travail... Bon après il y a le câble derrière. Mais je veux dire que en gros, elle prend à peu près. On peut même l'avancer un petit peu. On a les pieds qui sont à fleur là-dessous. On peut les avancer les pieds. On peut la mettre ici, vous voyez. Là c'est pas mal. On a vraiment une machine. Bon après le câble, ouais, il est assez souple. Hein. Si jamais elle est calée contre un mur, que vous n'avez pas le choix, vous avez vraiment 60 de profondeur, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle va avancer un tout petit peu jusque... Ici. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais quand même... Ah, il est là le mètre. Ça peut vous servir. Donc là, comme je vous disais, on a 60 de profondeur. On a vraiment 60... Le plateau recule à 60 derrière. Ça, c'est intéressant à savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir en largeur comme espacement? On va avoir un petit... Ouais, allez. 47, 48.
En gros, vous arrondissez à 50 si vous voulez mettre un caisson. En gros, dans un caisson de 50 par 60, hein, comme ça, vous pouvez même aller 65. En hauteur, si vous mettez un caisson sans le support de bobine, vous êtes à 67, 66 à peu près. En gros, je prends un peu plus large hein, pour que vous soyez peinard, vous puissiez la déplacer dans le caisson. Mais en gros, allez, 66. Ouais, 66. 66 par, donc on avait dit combien là? On avait dit 50, à peu près 49, allez, 49, par 65 comme ça. Hein. Vous pouvez être à 60, mais 65, ce serait pas mal quand même. Ça éviterait que le câble, il fait que se plier derrière. Après, vu que c'est un 220, il va pas avoir énormément d'ampérage, donc il va pas chauffer le câble. Contrairement à un 24 volts, par rapport à un 24 volts, l'avantage c'est que le 220 va chauffer plus vite, et il va pas chauffer au niveau du câble. On va pas avoir besoin d'autant d'ampérage sur du 220. Ça va envoyer plus d'énergie tout de suite, quoi. On va vraiment avoir quelque chose d'intéressant. De toute façon, je vais la brancher sur la prise wattmètre et on va regarder la conso, on va regarder un peu tout ça. On va parler du bruit, on va parler de tout ça en fait. Parce qu'apparemment, on a des ventilateurs qui sont censés être silencieux, on est censé avoir des steppers qui sont censés être silencieux sur la carte mère. J'ai entendu parler de TMC 2208, on verra ce qu'il y a dessus. On va regarder tout ça. On va regarder donc l'extrudeur. Hein, je vais vous présenter vite fait ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme extrudeur? Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Je vais me pencher un peu pour regarder. Donc, ah oui, donc l'extrudeur, on a un espèce... Bah regardez. Vous voyez? Ça, par contre, peut-être pour ça qu'il y a des vis de rab. Si ça se trouve, c'est parce qu'il n'est pas monté en fait. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Ah, ça fait même pas, c'est même pas assez long ça. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis de vérifier de vos machines des fois. C'est juste qu'elle est même pas serrée en fait, la vis qui est dessous là. Du coup c'est celle-là. Ouais, c'est juste qu'elle est pas serrée en fait. Et puis qu'il manque une vis. Parce qu'en fait j'ai des vis de rechange mais j'ai pas la vis de la bonne taille qui va dessus là. Donc vous voyez déjà ça c'est important. Hein, contrôlez bien ça, que ça se balade pas parce que quand vous allez imprimer, c'est pour ça que je vous dis toujours de contrôler vos visseries. Parce que vous voyez, ils ont un check, hein, le machin, là, le petit machin contrôle qualité. Il y a un QC Passed là, ils l'ont collé dessus en plus. Hein, ils l'ont collé en plein dessus. Bah, il était pas serré lui. Donc voilà. Hein. Les roues, est-ce qu'elles sont bien là? Ouais, celles-là sont bien, les excentriques sont bien là. Alors, on va vraiment tout contrôler parce qu'il y a des trucs qui bougent. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est serré, mais il y a quand même un peu de backlash. En fait, vous savez, le backlash, c'est quand l'espèce de noix Z, en fait, bouge légèrement sur la vis. Et ça, quand on a un auto-leveling, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand il va faire un espèce de micro-ajustement, l'auto-leveling, bah, ce petit backlash, c'est du jeu, en fait. Et ce petit jeu-là, bah, en fait, il compensera pas, puisqu'il y a du jeu. En fait, la vis, au lieu de monter, bah, en fait, elle va juste flotter. Elle va juste flotter au lieu de monter. Et ce petit truc-là, en fait, quand on imprime des objets, des fois, bah, ça crée des espèces de petites collerettes sur l'objet régulières, et ça vient du backlash qui est derrière. Après, si jamais vous avez d'autres collerettes différentes qui sont à d'autres endroits, des fois ça peut venir aussi du bel touch qui fait que. Enfin, qui palpe un plateau qui est un peu dégueulasse. Ou alors des roues qui sont mal équilibrées ici. Ça, je vous en reparlerai plus en détail dans des vidéos un peu plus techniques. Donc, alors, ensuite, sur la machine, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a le plateau de 220, comme je vous disais, on a l'extrudeur. Alors, du coup, vu que je touchais le ventilateur, alors l'extrudeur, on va avoir quoi? On va avoir un espèce de. En fait, c'est un clone, hein, E3D. On a un E3D qui est avec un corps de chauffe Volcano et une buse Volcano. Alors du coup on a quoi? On a un Titan. Ouais, alors c'est un clone, alors c'est complètement un clone de 3D en fait, c'est un Titan. C'est un Titan. Ouais, c'est un Titan avec des ailettes. En gros c'est une espèce de clone de Titan aéro, mais en fait ils ont créé un bloc de chauffe perso. Ils auraient pu. Ouais, c'est pas mal après. Le fait qu'on a un espèce de Titan ici, du coup c'est pas mal parce qu'en fait c'est un direct drive. Le Titan du coup il envoie il entraîne le filament beaucoup plus facilement, du coup vu que c'est un direct drive, qu'on n'a pas le Bowden, tout ça, le fil part direct d'ici. Et le fait qu'on ait une espèce de buse Volcano, ce qui se passe c'est qu'on a un corps de chauffe, contrairement à une E3D normale, en fait la E3D on va avoir une buse qui va faire pas plus d'1 cm quasiment, alors qu'avec la Volcano on a presque 2 cm. Et ce qui se passe c'est qu'en fait vu que le corps de la buse chauffe sur plus de surface, on va pouvoir pousser le filament beaucoup plus rapidement parce qu'il aura vraiment le temps de fondre tout le long de la buse. C'est pour ça que les buses Volcano ont été créées à la base, c'est pour pouvoir imprimer beaucoup plus vite
sur des bus à la base qui avaient des gros diamètres, hein, sur des bus de 0,8, tout ça. Là, on va avoir une bus de 0,4, je pense. De toute façon, d'origine, ils mettent des 0,4, mais avec une 0,4 en Volcano, ça vous permet d'envoyer quand même assez vite du fil, et ça permet, vous savez, sur certaines imprimantes, vous avez, quand vous envoyez trop vite, vous avez l'extrudeur qui se met à claquer derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, le filament n'a pas le temps de fondre dans la buse. Et là, du coup, bah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc après, qu'est-ce qu'on a? La petite... Ouais, en fait, là, le petit machin qui protège, en fait, c'est pour protéger... Il protège quoi, en fait? En fait, il y a un petit circuit imprimé, là, qui est pour la nappe, là. En fait, c'est tous les câbles qui sont derrière. Tous les câbles d'extrudeur, de buse, enfin de ventilation et tout ça. En fait, c'est tous les câbles qui sont derrière. Après, on a ici le petit connecteur, justement, de la nappe. Alors, un autre truc intéressant, les end-stop, c'est pas du clic-clic, c'est pas du end-stop avec une espèce de petite collerette, là, des fois qui se tord, ou des fois qui se saute, ou carrément qui capte une fois sur deux au même endroit. Là, on a des capteurs, en fait, inductifs. En fait, ils vont détecter la plaque de métal quand elle vient se poser à ras le truc. Ça ne touche pas normalement, c'est fait exprès pour se positionner. En général, les capteurs inductifs, c'est 2-3 mm de distance. Normalement, c'est censé palper exactement à la même distance à chaque fois. Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir vraiment un zéro qui sera normalement régulier. C'est-à-dire que, par exemple, au clic-clic, si vous avez votre clic-clic qui va cliquer plus ou moins tôt, parce que des fois les boutons, en fait, les boutons, au moment, à force de cliquer, ils finissent par avoir des défauts, ou des fois ils cliquent plus pareil. C'est comme les souris, en fait, c'est exactement le même système, c'est des mêmes clics-clics que les micro-switch. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, bah, ces petits clics, ils se font pas au même endroit. Des fois, ils vont avoir 0,5 ou un truc comme ça. Ce qui fait que quand vous faites une impression avec, par exemple, une fin de filament qui va revenir au home, si vous avez un petit décalage d'1 millimètre, bah, ce petit décalage, vous allez l'avoir sur votre pièce. Vous allez l'avoir sur votre pièce. Alors que là, avec des petits capteurs comme ça, qui n'ont pas d'appui mécanique, hein, qui ont vraiment un palpage, on va dire, c'est inductif. Donc en gros, c'est un champ magnétique qui va se créer. Et en gros, bah, ce petit champ de courant là, bah, en fait, normalement, il est censé être quasiment tout le temps à la même distance. Ce qui permet que quand vous reprenez avec le capteur de filament, ou même après une coupure de courant, normalement, vous serez vraiment à l'endroit où normalement c'est censé s'être arrêté. Ça, après, on verra en conditions réelles, hein, c'est censé être ça, en fait. Ils ont mis partout, hein. Il y en a un à l'arrière, il y en a un ici. Ça, par contre, en fait, je trouve que c'est pas mal au final, parce que bah, ça permet d'avoir aussi quelque chose, une contrainte mécanique en moins. Par contre, le capteur, ça peut arriver qu'un jour, il merde. Et comme c'est inductif, évitez de balancer genre, ça, là, une clé Allen. Évitez d'en laisser tomber une derrière. Parce que, ou si vous avez une vis qui est à ce niveau-là, en fait, le capteur, il va la détecter. C'est pour ça c'est super intéressant de faire attention à ça aussi. Hein. C'est comme c'est des capteurs inductifs, évitez de mettre, je sais pas, une pièce métallique proche du capteur, parce que ça peut créer des interférences, et ça peut faire que votre end-stop, bah, il détecte, alors que c'est pas lui qui détecte, en fait, c'est une pièce métallique. Hein. C'est pour ça, je vous le dis, mais faites bien attention. J'ai oublié d'enlever le scotch qui était là, d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler vite fait de ça aussi, j'ai oublié de vous en parler. On a un port USB, et un port micro SD. Donc du coup, ça j'avais regardé la vidéo du Guaro Loco, hein, qui fait des super vidéos aussi, et il en parlait, et moi je trouve que c'est exactement le même point qu'il va aborder. On est en surface. On aurait pu le mettre sur le côté, surtout que les écrans MKS, il y en a beaucoup qui existent avec des connecteurs sur le côté. Là on a un petit TFT, alors je pense que c'est un 28 vu la taille qu'il fait, parce qu'il y a les TFT 32 et les TFT 28 sur MKS. Là on a un MKS 28 je pense, vu la taille qu'il fait, ouais, ça doit être un 28. Du coup, on a le port SD et le port USB qui est là. Et comme il disait, et moi je pense exactement pareil, c'est que quand vous allez avoir des morceaux de filament ou même des fois de la poussière, hein, ça va venir se foutre dedans là. Donc si vous pouvez imprimer vous un petit cache à mettre dessus, là, ça serait intéressant. Ou sinon, bah, vous prenez un petit bout de Chatterton de temps en temps et vous le mettez devant quand vous en servez pas en fait de la machine. C'est vraiment quand vous en servez pas. Après, si vous en servez, vous mettez une clé USB. Si vous voulez éviter que la poussière tombe dedans, au pire, vous laissez une clé USB et une carte SD, ça évite que ça rentre dans le port, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie. Je vais vous présenter la carte mère, tout le châssis, toute la partie électronique. On va parler de tout ça. Hein, et après, bah, je vais l'allumer, je vais vous présenter les menus. Et la partie 1 sera terminée. Après, je vais quand même vous faire un calibrage hein, pour vous montrer comment je calibre une machine. Ça peut vous intéresser. Mais après, du coup, moi, je vais quand même imprimer énormément de choses dessus pour vraiment voir si la machine en est capable en elle-même. Parce que bah, tout le monde en a dit du bien, moi j'ai envie de voir si elle en est capable. Avec mes réglages et avec ce que je vais lui imposer comme fichier. Parce qu'il y a des gros fichiers qu'elle va imprimer, des pièces qui vont monter jusque là au moins. Et des pièces, bah, ça va être des carénages de BB8, il m'en reste 3 à finir, donc elle va les faire. Il y a des pièces de R2D2, hein, genre cette pièce-là, il faut que je la refasse parce qu'elle a une qualité dégueulasse. Du coup en fait ces pièces-là vont aller dessus, quoi. Ça va être, je vais les imprimer dessus. Moi, ça sera sur Instagram avant que la vidéo sorte, mais vous les aurez quand même dans la vidéo, les pièces, hein, après.
Puis je vous parlais de mes réglages et tout dans la partie 2. Voilà. Donc à tout de suite pour la partie mécanique. Ah si, il y a autre chose que j'avais oublié de vous parler. Ça. Je vous parlais du backlash tout à l'heure. Mais justement, derrière, on a des courroies de synchronisation sur... en fait, on a une courroie qui est sur l'axe Z. En fait, on a les deux tiges qui sont synchronisées. Ça, c'est pareil. J'espère franchement une chose, c'est qu'ils ont vraiment synchronisé les deux moteurs en même temps. En fait, ce qui se passe, quand vous tournez ici, normalement, les deux axes sont censés se déplacer exactement en même temps. C'est censé éviter le petit problème aussi de... Si jamais, quand vous réglez votre machine, que vous appuyez, vous rentrez du filament. Des fois, ce qui peut arriver sur des machines qui n'ont pas ça, c'est que vous allez appuyer plus ou moins fort sur l'extrudeur, si jamais des fois ça arrive, vous vous énervez ou quoi que ce soit, vous allez appuyer comme un tambourin, et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un côté qui va risquer de faire ça, qui va s'appuyer, et il va se désynchroniser par rapport au deuxième, si vous avez deux moteurs, hein, je vous dis. Parce que si vous en avez qu'un, en général, de toute façon, la désynchronisation, ça vient ici de la force des roulements après, enfin des excentriques. Comme vous avez deux moteurs, ça peut quand même arriver que sur certaines machines, vous forcez un peu plus d'un côté, ou même des fois, à force d'imprimer, il y en a un des deux qui va commencer à se désynchroniser du deuxième. Là, normalement, c'est censé pallier à ce souci-là. En plus, on a des roulements en haut, en espérant que les tiges ne sont pas tordues. Parce que c'est souvent que ça arrive qu'il y ait des machines qui ont des roulements ici, et qui ont des tiges qui sont légèrement cintrées. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça force, et au bout d'un moment, ça se met à couiner, et puis des fois, ça esquinte les roulettes, parce que ça force sur l'axe. Là, il faut espérer que ça soit bien. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont fait leur espèce ils ont mis les noix, ils ont mis leur espèce de truc bleu, là, mais ils n'ont pas mis d'anti-backlash, ils n'ont pas mis de ressort. Parce que, là, si vous regardez, j'ai un léger backlash. Hein. J'en ai un léger. C'est vraiment la noix, en plus. Hein. Et j'ai regardé, les vis sont serrées, donc... ça, on verra en cours d'impression. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'achète des écrous anti-backlash. En fait, c'est un écrou, une noix comme ça, et il y a un ressort avec un deuxième écrou qui vient se prendre dedans. Et en fait, ça fait que le truc, il est en contrainte, donc du coup, il peut pas bouger. Et ça, je le mets quasiment sur toutes mes machines avec des axes Z comme ça. Parce que les noix, en fait, en général, c'est des trucs qui sont de mauvaise qualité. C'est pas la tige en elle-même, c'est la noix en général qui sont mal usinées. Le filetage, il a vraiment un jeu à l'arrache. Et ça fait que ça bouge sur 0,5 mm. Et 0,5 mm, ça paraît pas, mais quand vous avez un auto-leveling, ça foire tout. Ça foire tout. Si vous avez un belt touch, le truc, c'est que le belt touch, lui, il va pas comprendre que ça existe derrière. Il va pas comprendre qu'il y a ça. Donc ça peut être remplacé par des trucs anti-backlash. Hein. Ça coûte 3-4 € la noix en général. Là, ça sera des tiges de 4 mm, je crois. Il faut regarder aussi, c'est pareil, les STR comme ça, là, il faut regarder sur internet, tu as les 4, les 2 et les 8. En fait, c'est le nombre de millimètres que ça monte en faisant un tour complet. Si ça monte de 8 mm, si ça monte de 2 mm ou de 4. Il faut regarder en général, ils vous mettent le dessin de la tige par rapport à quoi elle correspond. Voilà, donc nous voilà sur la présentation de la carte mère. Alors, toute la partie, le compartiment électronique, quoi. Alors, faites gaffe, si un jour vous démontez, en fait, vous avez le ventilateur qui est fixé directement sur la carte mère. C'est pareil, il y a un petit autocollant qui vous dit que si vous la détachez, normalement, vous brisez la garantie. Après, je vous déconseille de le démonter, hein, si vous n'êtes pas expérimenté en impression 3D ou avec une imprimante 3D et tout ça, si c'est pas votre truc, ne le faites surtout pas. Surtout que là, en fait, on a de la haute tension, on a du 220 volts, on a une alimentation, on a un relais qui est quand même alimenté. Vous débranchez en général quand vous faites ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut toujours rester un peu de courant dans les machines et tout ça, dans les petits transfos et tout ça, dans les condensateurs, il peut rester quand même du courant, donc ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux de manipuler ça quand on n'a pas l'expérience de manipuler ce genre de choses. Voilà. Après, la carte mère, si jamais elle a un souci ou quoi que ce soit, en général, ces machines-là, vu qu'elles ont un SAV français maintenant, vous faites partir ça en SAV et puis voilà, ils vont remplacer le truc s'il y a un problème. Mais ce que je vous dis, c'est que voilà, si vous ouvrez, c'est à vos risques et périls. C'est vous qui prenez en charge vos problèmes si vous avez un souci dessus. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a une alimentation ici, donc je pense que ça doit être du 24 volts. Le problème, c'est que c'est marqué. Mais de l'autre côté, comme toujours. Donc, à mon avis, oui, c'est du 24 volts. En fait, cette alimentation-là va contrôler tout ce qui est ventilation, tout ce qui est extrudeur, tout ça, tout ce qui est l'écran, la carte mère. Et ensuite, on a le relais ici qui va piloter directement le 220 volts du plateau chauffant. En fait, le petit relais là va se déclencher directement. Il est piloté directement par la carte mère. Ouais, en fait, la carte mère envoie un signal. Elle lui dit de déclencher le plateau, quoi, en fait. Hein, le plateau, du coup, il utilise directement le 220 volts et il chauffe beaucoup plus vite. On a un écran ici, donc c'est bien ce que je disais, c'est un MKS, mais c'est une version, on va dire, qui est modifiée, en fait. Hein, c'est une version... On n'a même pas... En fait, à la base, normalement, on a une broche à l'arrière. Tout en haut, en fait, on a les petits connecteurs. Ici, c'est des connecteurs 8 pins. Hein, en fait, c'est des 2 x 4 pins. Et en fait, le petit connecteur qui est en haut, là, normalement, s'il est soudé sur la carte mère, on peut monter ça.
Ça, c'est un petit module Wi-Fi MKS hein, original qui est fait exprès. Normalement, ce petit connecteur, enfin ce petit machin là, on le branche directement dessus et on peut avoir le Wi-Fi sur tous les appareils MKS. Moi, j'ai ce petit module, enfin ce petit module. Ce qui est bien, c'est que j'ai des connecteurs, donc moi je vais en souder un quand même sur l'écran parce que je veux rajouter mon Wi-Fi. Si jamais la manip vous intéresse de rajouter le Wi-Fi sur la machine, surtout que c'est marqué Wi-Fi juste à côté, c'est juste qu'ils n'ont pas mis le connecteur. Et je trouve ça con. Ou alors c'est fait exprès pour vendre une mise à jour plus tard en la vendant plus cher. Ce petit machin là, ça coûte 7 euros. Et un petit connecteur comme ça, en général, ça coûte 50 centimes. Vous les avez par pochette de 10, vous allez en avoir pour prendre 1,50 €. Et vous avez juste à rajouter ça après. Et en fait, ça se branche directement dessus. Et après, dans le firmware, en fait, il faut téléverser juste un petit truc et ça active le Wi-Fi sur des écrans MKS. Je vais vous le montrer de toute façon, l'écran, je vais vous le présenter. Et du coup, bah, la carte mère MKS en elle-même, c'est une MKS Gen. Ouais, c'est ça, c'est une Gen L V101. En fait, enfin, 1.0. En fait, c'est la Gen L standard hein, qu'on trouve sur toutes les imprimantes quasiment. Alors après, les steppers, normalement, à la base, on m'avait expliqué, enfin, on m'avait dit, moi j'avais vu que c'était une carte mère soi-disant qui était silencieuse et tout ça. Normalement, en général, quand on pense silencieux, on pense TMC 2208, 2209, 2100 et tout ça. Là, j'ai regardé, c'est des. Alors, c'est des FS31 W01. Donc, en fait, je pense que ça, c'est un truc qu'ils ont dû créer eux-mêmes. Ils ont dû faire leur petit machin avec leur petite puce. Et je pense que ça va être basé sur le chipset Trinamix. Hein. Je pense que ça va être basé sur leur chipset pour avoir quelque chose qui permet d'avoir du steel shop et tout ça, enfin avoir beaucoup moins de bruit sur les déplacements des moteurs. Donc après, ouais, c'est des steppers propriétaires. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont pas soudés à la carte mère, ce qui fait que vous pouvez les démonter et monter du vrai Trinamix si vous voulez mettre du vrai TMC 2208 ou 2209. C'est vous qui voyez après. Hein, toute la carte mère. L'avantage du MKS, c'est que c'est open source, c'est fait exprès pour être manipulé. Il y a plein de connecteurs qui sont disponibles. Hein. On peut rajouter un BL Touch, on peut rajouter plein de choses. On peut rajouter des capteurs de fin de course différents. On peut rajouter des fins de course en plus. On peut rajouter une sortie. On a encore une sortie auxiliaire. Je verrai si. De toute façon, la sortie auxiliaire, je verrai si je peux rerouter ça. Mais normalement, ces petits machins-là sont faits exprès pour les écrans. Parce que normalement, les écrans ont leur propre processeur ARM ici, là, ils ont leur propre processeur. Ils ont tout leur propre système d'exploitation, et en fait, c'est l'écran en lui-même qui gère le Wi-Fi. Hein, c'est lui qui gère l'USB, qui gère tout. En fait, l'USB est relié directement sur la nappe de l'écran, en fait. C'est lui qui a tout géré. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, là? En fait, là, ici, le petit connecteur qui est ici, en fait, c'est lui qui récupère la nappe, hein, qui récupère tous les câbles pour la nappe qui est connectée sur l'axe X et Y. Voilà. Voilà, donc c'est parti, je vais l'allumer. Tac. Alors là, on va avoir le bip classique des MKS. Alors les MKS, j'en ai vu une péter, j'en ai tellement l'habitude, maintenant je les connais quasiment par cœur. Tous ces écrans, ces cartes mères, je les connais par cœur. J'en ai vu du 32 bits, j'en ai vu du normal, enfin j'en ai vu énormément. Je dois en avoir une petite réserve derrière là. Les écrans, j'ai des TFT 32, TFT 28. Enfin bref, tout ça pour dire que je les connais, j'ai un petit peu l'habitude. Alors tout ça en fait c'est des écrans qui sont totalement personnalisables, c'est de l'open source, tout ça c'est des images en fait, c'est des BMP. Hein, vous avez tous les petits carrés, c'est des vignettes en fait, c'est des petits BMP que vous dessinez, vous pouvez créer vos propres menus. Vous pouvez rajouter des options aussi, vous avez plein de choses que vous pouvez faire sur un MKS. À partir du moment où vous récupérez le code source. Donc alors qu'est-ce qu'on va voir? Donc on est dans Tools là, on a tous nos menus. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais faire un Home. Vous allez regarder, vous allez voir que franchement, elle est vraiment silencieuse. J'en ai déjà fait un tout à l'heure pour tester. Et comme la caméra a coupé, bah, je vais vous montrer vite fait. On va faire un home. Vous voyez déjà le fait qu'il n'y ait pas de stop mécanique, ça clique pas en fait, ça tape pas sur quelque chose en fait. Le palpage il se fait, ouais bah en gros il est à 0,5 mm, il est quasiment dessus. Il est vraiment presque à ras le truc. Voilà, donc on a fait notre home. C'est franchement pas mal, hein, le niveau silence, c'est pas mal. Et il n'y a pas de ventilation qu'on entend. Si vous entendez une ventilation, ça vient de mon ordi qui est à côté. Là, niveau ventilation de la machine, on a un ventilateur qui fait un bruit de soufflerie, comme si c'était un PC, il fait vraiment presque pas de bruit. Alors du coup j'ai fait le home, du coup qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors du coup heat, c'est pour chauffer. Donc ici on sélectionne soit notre extrudeur, soit notre bed. Vous voyez que ça change automatiquement ici. Vous allez avoir extrudeur ou bed. À partir du moment où vous allez sélectionner une valeur, déjà on va voir un truc là, c'est on va voir si le plateau, on nous promet 60 degrés en 45 secondes. Vous allez voir, là je vais mettre le chauffage, donc là ce que je vais faire c'est qu'on peut sélectionner ici de 1, 5 ou 10. On va y aller de 10 par 10, on va monter jusqu'à 60. Tac. C'est automatique normalement. Dès que vous avez mis le plus, ça va aller chercher la valeur automatiquement. Là on va voir combien de temps il va mettre.
Je l'ai à peu près mis à 2 minutes sur la vidéo. Enfin, après, moi, ça verra comment je vais faire le montage. Mais en gros, je vous mettrai un chronomètre à partir du moment où j'aurai cliqué. On verra si ça... franchement, ça monte vite. Hein. On est déjà presque à 50 degrés. C'est pas mal. Après, il chauffe à partir du milieu. Ça se diffuse du milieu. Sur les bords, c'est encore un peu froid. Ouais, si ça y est, ça commence à monter. Bah, franchement, on est arrivé... Ouais, c'est ça, hein, 45 secondes. On n'a même pas passé les 2 minutes. Donc, franchement, 2 minutes 50. Ah, c'est ça, 2 minutes 60 presque. Enfin, 3 minutes, quoi. Ouais, c'est ça, quasiment 3 minutes. Enfin, même pas. Enfin, je suis arrivé à 3 minutes, je suis parti à peu près à 2 minutes 15. Donc, c'est ça, à peu près 45 secondes pour arriver à 60. C'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. On va voir l'extrudeur, ce qu'il donne, lui, par contre. Du coup, on va monter l'extrudeur aussi. Donc, vous voyez, vous mettez 10, 20, 30. Vous pouvez sélectionner tout ça. Tac, on va mettre 200, ça suffira pour du PLA. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remonter légèrement. On va aller dans Tools, Mauve. Là, pareil, on peut sélectionner hein, un 10, 0,1, 10. Donc là, on monte le Z. Ils les ont mis assez bruyants, les moteurs. Par contre, parce qu'ils ont mis une vitesse assez élevée quand même. Vous le verrez sur l'autre caméra là-bas, je pense monter un petit peu. Ils ont mis des vitesses assez élevées, je trouve. Après, le X, on n'entend presque pas. Ça, c'est pas mal. Le Y, tu vois. Ouais, ça passe pas mal. Enfin bref. On retourne dans le hit. Moi, ça monte assez vite aussi, mais après, les extrudeurs, en général, ça chauffe assez vite, quoi. Après, on va voir. Donc, on va faire un leveling. On va aller dans extrude. Alors ça, extrude, c'est si jamais vous voulez remplacer, mettre du filament, quoi. Ça peut vous servir à ça. Après, de toute façon, en fait, on a extrude qui est ici pour mettre du filament. On peut insérer ou extraire du filament, mais on a également le change ici, hein, qui fait exactement la même chose, en fait. C'est exactement le même menu, sauf que, bah, en différence, bah, on n'a pas les mouvements, en fait. En fait, le extrude, il va faire une vitesse définie, et il va extraire une distance définie, alors que là, on peut sélectionner 10, 20, enfin, 5, 10, 1, en général, ouais, c'est ça. Et en gros, si vous faites ça, bah, ça va extruire. Sauf que là, il n'y a pas de filament, j'ai pas mis de filament. Ça sera pour la partie 2, hein, je vais vraiment vous faire... La partie 2 sera aussi assez concrète. Donc du coup, là, on va faire un leveling. Alors du coup, je vais chercher un bout de post-it, prendre un bout de post-it, et on va faire un leveling. Donc on va aller dans... Alors on va regarder vite fait ce qu'il y a d'autre dedans. Allez, la petite lumière. C'est ça le fameux menu avec la petite lumière. On va regarder vite fait ce que ça fait. On peut l'éclairer en rouge. Ouais, c'est une LED RGB, quoi. En fait, on voit bien que ça éclaire... Bon, ça, après, je vais vous le montrer vite fait comme ça. On va essayer de voir si vous le voyez. Je sais pas si vous verrez. Il y a la lumière qui éclaire, donc derrière, on verra pas grand-chose. En fait, la LED éclaire bleu. Ça éclaire rouge. Bon, après, avec le thème de la bécane, je trouve que le bleu, ça serait plus logique. Le blanc, ça éclaire fort. Après, il y a le noir qui va éteindre la lumière. Mais ça, après, c'est vraiment un truc... c'est kitsch. C'est vraiment le truc, à la base, en ce moment, c'est le RGB, donc tout le monde en met partout. Enfin, voilà. Après, si vous voulez voir votre impression la nuit... enfin, je sais pas, enfin... Moi, quand je suis la nuit que j'imprime, je dors en général. Voilà. Donc là, on va faire le palpage des 4 points. Donc, ouais, c'est ça, on va avoir 5 points, et le FIF, en fait, ça va être le point du milieu. Mais techniquement, les 4 points, s'ils sont alignés, normalement, le point du milieu est censé être aligné si le plateau est plat. Un ultra base, en général, c'est fait exprès pour être quand même assez plat. Hein, c'est prévu pour, normalement, c'est... Voilà, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me placer assez loin, comme ça. Là, vous verrez mieux. Donc là, je vais cliquer sur le premier. Et c'est pour ça aussi que je fais chauffer, c'est parce qu'en fait, si jamais il y a du filament qui est resté collé sur la buse, avec une buse chaude, en fait, le palpage sera plus logique. Donc là, on va voir ce que ça donne. Eh, on dirait qu'ils l'ont déjà calibré, en fait, et que ça n'a pas bougé pendant le transport. Parce que là, c'est pas mal. Hein. On va tourner un peu. Il faut que ça frotte légèrement, pas trop. Si ça frotte trop, c'est que c'est trop bas. Si ça frotte pas, c'est que ça touche pas. Bon, je suis trop haut. Là. En fait, il faut que ça gratte légèrement. Si ça gratte légèrement, ça veut dire que la buse est à fleur, en prenant l'épaisseur de la feuille. Ça veut dire que quand on va imprimer et qu'on va mettre une 0,2, enfin une hauteur de 0,2, ça va monter à 0,2 au-dessus de cette valeur-là de 0, en fait. Parce que là, techniquement, on est censé être à 0, en fait. Tac. Alors, elles sont pas mal, les petites molettes, parce qu'elles sont vraiment faciles d'accès. Par contre... Voilà. Je suis trop bas. Là. Troisième. Tac, c'est parti. Alors là, il va falloir que je me lève parce que c'est derrière.
Voilà, là nickel, on passe au 4. C'est vraiment intéressant ce petit silence. Là ça gratte, c'est bon. 5e, on va voir si c'est bon. Ah, ça frotte, c'est pas mal, ça veut dire que le plateau est plat. Donc là on fait back, et puis là on est prêt en fait. Là on n'a plus qu'à refaire un home de tout le monde. Voilà. On fait un home de tout le monde. Et là, bah, techniquement, il faudrait mettre du filament, mais comme j'en ai pas vu avec la bécane et que je vais devoir prendre mes bobines à moi, bah, je le ferai après. Donc ça sera dans la partie 2, parce que je vais faire énormément d'impressions avec. Mais là, techniquement, on a une clé USB avec. Hein. On avait une clé USB qui était fournie avec, si je dis pas de bêtises. Normalement, la clé USB, c'est juste pour vous montrer le menu, en fait, comment c'est fait. Tac, donc là, on met la clé. On est bien, on se met devant, tac. Et là, en fait, après, il faut aller dans retour, 7. Ça, c'est pour les réglages, hein, comme je vous disais. Donc, on a le ventilateur ici. Ça, c'est le ventilateur qui est devant. Hein, c'est le petit cache d'écureuil là, qui est là. Ça, c'est lui. Hein, si on règle ici, en fait, c'est du... là, c'est soit 255, c'est-à-dire que c'est à fond. Hein, c'est du PWM. Ça, c'est à fond. 125, c'est à moitié, en fait. Enfin, il siffle un petit peu à moitié, par contre. Hein. Il est un petit peu sous-alimenté. Le PWM, il a la fréquence, on l'entend un peu, là. Bon, après 255 c'est pas mal. De toute façon après ça c'est vos réglages dans le firmware en fonction de ce que vous allez avoir besoin. Close, donc c'est pour l'éteindre. M-off, là ça c'est pour éteindre les moteurs. Parce qu'en fait les moteurs restent actifs pendant un certain temps. Vous ne pourrez pas bouger vos axes si vous venez juste de faire un home par exemple. Si vous voulez bouger, il faut cliquer sur ça, sinon vous ne pourrez pas bouger. Donc file. Donc ça c'est ce que je vous disais, vous allez avoir accès soit à l'USB, soit au micro SD. Ça c'est ce que vous allez devoir sélectionner pour, en fait quand vous revenez ici, vous allez dans print. Là, vous voyez, no field found, c'est normal. C'est parce qu'en fait, je viens de sélectionner carte SD. C'est à vous de sélectionner dans set où vous voulez le chercher les fichiers. Dans USB, on va les mettre ici. Et là, quand on va aller les chercher dans print, là, on sera sur la clé USB. Il ne faut pas oublier de sélectionner ça, sinon vous n'allez pas voir vos fichiers. En fait, vous vous demanderez pourquoi. Donc là, on a un petit logo. Vous voyez, je vous disais le Wi-Fi. Le Wi-Fi. On n'a pas de Wi-Fi. Ils n'ont pas mis de module Wi-Fi. Pourtant on a l'adresse IP. Ça veut dire que l'adresse IP, elle a été définie en fait dans le code source. Ça veut dire que le code source, techniquement, il était prévu pour marcher en Wi-Fi. Parce qu'on voit disconnect état, enfin voilà quoi. De toute façon, il ne l'open pas. Mais ça veut dire qu'il est prévu. Donc je vais regarder dans la carte mère. De toute façon, on l'a pas vu le module Wi-Fi, on l'a pas vu. Donc on l'a pas vu. Et comme je vous disais, le petit connecteur derrière l'écran, il n'est pas soudé. Donc moi, je ferai cette mise à jour là, et si ça vous intéresse, on rajoutera le Wi-Fi dessus. Donc à boot, hein, Sidewinder version 1.5. Et Wi-Fi, vous voyez, il n'est pas rentré. Il n'est pas connecté. Donc continue. Donc ça c'est pour continuer. En fait ça c'est le continue, c'est quand on va revenir après une coupure de courant ou quelque chose, ça va revenir là-dedans en fait. Donc voilà, donc print, donc là on aurait un fichier qui serait dans la clé USB et on aurait un cube. Voilà, je vais le faire à vide. Là on confirme, tac, et puis c'est parti quoi. C'est pour ça que je l'avais mis à préchauffer. Filament de détection switch, et voilà, il n'y a pas de filament, donc on ne peut pas imprimer. Donc là ça c'est le bip du... Alors comme je vous disais, vous allez avoir des bips des fois. Et ce bip du capteur, là, il est tellement intense, en fait c'est derrière, là, vous allez avoir un petit buzzer, vous pouvez mettre un scotch, là, si vous voulez pas que ça bip aussi fort dans votre maison. Après vous voyez ici, vous avez un petit reset, vous appuyez dessus là. En fait ça reset toute la bécane. Ça reset toute la bécane. Ça c'est vraiment utile, c'est comme un arrêt d'urgence, en fait ça va vraiment tout stopper. C'est vraiment prioritaire ça. C'est pas genre ça va attendre 2 minutes pour stopper. Là c'est vraiment un arrêt d'urgence. Ça peut être utile si jamais vous avez votre truc qui vient s'écraser dans le plateau, ou si jamais vous avez un print qui a fail. Voilà, donc on se retrouve à la fin de cette partie 1. Donc pour moi, la conclusion, on va dire, de la partie 1, niveau qualité d'assemblage de la machine et tout ça, hein, pour moi c'est concluant, à part le petit backlash que je relèverai ici, mais vraiment qui est minime. Hein. Vraiment, il est minime. Il est minime. C'est peut-être pas quelque chose qui va jouer énormément sur l'impression. De toute façon, on verra en qualité d'impression au niveau de la partie 2. Je vais balancer des gros prints. Il va y avoir du petit hein, aussi, mais il va y avoir surtout du gros print, des grosses pièces qui vont donner le plein potentiel de la machine, on verra. Donc après, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Bah pour moi, toute la machine, le plateau 220, c'est super, ça chauffe super vite, c'est vraiment pratique. Franchement, je suis super intéressé par ça. Enfin, je veux dire, ça me plaît vraiment. Ensuite, tout le fait qu'il y ait des capteurs inductifs, c'est super pratique aussi. On n'a pas de clic-clic, on a vraiment quelque chose qui est précis, qui se pose précisément. Ça, c'est pas mal. Je trouve que la vitesse de déplacement des axes est légèrement trop élevée par rapport quand
quand on fait monter les axes, en fait, le Z, je trouve qu'il se déplace beaucoup, beaucoup trop vite par rapport à ce qu'il pourrait avoir, mais c'est le marketing de la machine en elle-même, c'est fait qu'elle est faite pour imprimer rapidement. Sauf que le Z, je trouve qu'il monte quand même assez vite. Et c'est bien d'avoir mis deux trucs derrière, parce que ça arrive vite à se désynchroniser, les tiges comme ça, quand on monte trop vite. Après, c'est pas un défaut de la machine, hein, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut, clairement. La machine en elle-même, on va voir ce qu'elle va donner maintenant au niveau de l'impression. Vous avez vu, j'ai fait un leveling, hein, c'était super simple à faire, on a fait les 4 points. Après ça, ces 4 points-là, vous aurez peut-être besoin de les ajuster en fonction de ce que vous allez imprimer. Et ça, c'est également important aussi en fonction de votre première hauteur de couche. Moi, j'imprime toujours une première hauteur de couche en 0,3. Et après, tout le reste, vous pouvez faire de 0,2, 0,15, tout ça. Mais ma première couche, j'aime bien faire 0,3 parce qu'en fait, j'imprime sur Slicer. Et ce qui se passe sur Slicer, c'est que la première couche, il va balancer. On peut sélectionner si on veut mettre 220% ou 200% ou un truc comme ça. Ça, en fait, ça permet d'écraser vraiment bien la première couche. Et sur les Ultra Boss, c'est vraiment intéressant parce que ça adhère tout de suite. On a vraiment besoin de rien du tout. Et ça adhère vraiment très bien. Après, moi, j'utilise Slicer. Il y en a qui vont utiliser Cura, qui vont utiliser Simplify, ou même l'autre logiciel, là, que je ne sais plus comment il s'appelle. Idea Maker. Enfin, ID Maker. Ça s'appelle comme ça. C'est le logiciel de Raise 3D, en fait, à la base. Il y en a plein qui me disent de le tester. Je vais bien voir, je l'ai installé, je verrai ce que ça donne. Mais moi, à la base, ce que j'utilise, c'est Slicer, qui est un logiciel qui est vraiment très ouvert depuis le début, qui est quand même assez complet, hein. Franchement, on peut tout faire. Après, Slicer a un petit problème, c'est quand c'est des gros STL. Donc, quand c'est des gros STL, il a vraiment, enfin, il arrive à les trancher, mais il va mettre très 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 longtemps à trancher le fichier. Ça peut mettre des fois presque 1 heure à trancher un gros fichier, parce qu'on va mettre des supports, on va mettre des trucs et tout. Là, il est un peu long, Cura est beaucoup plus rapide pour ça. Donc en général, j'utilise Cura quand c'est des gros fichiers, mais c'est vraiment pour le tranchage. Après, pour la qualité d'impression, les deux me donnent la même chose. Hein. Quand on a des réglages qui sont bien, on arrive à faire des trucs assez propres. Donc voilà, donc la partie 2, je vais vous faire des impressions, je vous parlerai de mes réglages, tout ça, si ça vous intéresse. Et moi, je vais potasser aussi sur le petit truc du Wi-Fi hein, que je vous disais, ça serait bien de le rajouter. Mais ça ne sera pas pour la partie 2, ça sera pour une partie upgrade, si on fait des upgrades sur la machine. Voilà. Moi, la machine comme ça, en elle-même, pour l'instant, elle est bien, elle me plaît, les profilés sont quand même assez costauds, on a quelque chose qui est propre, hein, qui est entièrement fermé, on a un carénage qui est sécurisé de partout, on ne peut pas foutre les doigts n'importe où. Le 220, on ne va pas les mettre les doigts dessus, enfin je veux dire, c'est bien gainé, c'est propre. Le fait qu'on ait les espèces de petites nappes comme ça, bon ça c'est bien, mais ça se balade un peu quand même. Hein. C'est pas mal, mais ça se balade. Après, c'est collé avec du scotch hein, sur le truc, là, c'est un espèce de scotch. Ça, on verra dans le long terme si ça tient vraiment bien, parce que vous voyez, voilà, ça frotte un petit peu, parce que c'est en bas. Et ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, ce que je vous disais, ça revient là. Ça, c'est que ça manque, enfin, il manquerait un tout petit peu de scotch là, je trouve. Parce que là, une fois qu'il a passé, la nappe, elle vient se replier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se replie là. Et ça peut couper la nappe. Ça, c'est super dangereux par contre. Il faudrait pas que ça vienne, en fait, de toute façon, la buse, elle est pas censée aller plus loin que là. Vous voyez? Et ça peut être dangereux, ça peut couper la nappe là. Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. En fait, là, c'est bon là. Il faudrait du scotch jusqu'ici. Enfin, ils l'ont mis vraiment. Là, en gros, il faudrait du scotch jusqu'ici. Vous voyez? Là, il y aurait un scotch jusqu'ici. Techniquement, ça le plierait pas. Voilà, donc vous voyez, ça c'est des points intéressants à regarder, et c'est pour ça que je vous dis faites attention quand vous allez voir votre machine. Il est possible qu'il suffit de rajouter un petit peu de double face derrière, là, et le coller comme ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Mais vous voyez, comme je vous disais, la petite nappe là, elle a été pliée dans le truc, ce qui fait que du coup, bah, c'est pour ça qu'elle fait son voyage comme ça. En fait, c'est plié ces petites nappes là un petit peu. Mais, là. Le problème c'est que là, vous voyez, ça va revenir devant. Là, ça le fait plus trop parce que je l'ai replié proprement, mais ça peut être dangereux, ça peut couper une nappe comme ça. Donc voilà, ça c'est pour éviter de m'éparpiller tout ça. Donc la Sidewinder X1 pour moi pour l'instant, elle a un bon point. Hein, je ne lui donnerai pas de note tout de suite, je la donnerai dans la partie 2, parce que sinon ça va durer encore 2 ans là, la vidéo. Mais j'aime bien faire des vidéos assez complètes, je vous ai tout montré, là je vous ai montré l'électronique, je vous ai parlé d'extrudeur, tout ça. Je vous ai parlé de tous les points intéressants, les points à vérifier, tout ça. C'est vraiment. N'hésitez pas, attention après dans les commentaires, vous postez tous vos commentaires, vos questions, s'il y a des questions que vous vous posez sur cette machine-là. Moi, derrière, je réponds au maximum de commentaires que je peux en général, et voilà, quoi, c'est vraiment, j'essaie de suivre en même temps ce que vous faites, quoi, derrière. J'essaie d'aider le maximum de personnes qui sont derrière, qui ont des problèmes ou quoi que ce soit, donc voilà. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, hein, c'est neoprod-fx, voilà, enfin le tiré du 8, hein, la touche du 8 sur le clavier. Voilà, vous allez sur Instagram, vous voyez tout ce que je fais, il y a le R2D2 qui est derrière, il y a le BB8 qui avance,
Il y a pas mal de choses que j'ai fait dessus. Il y a des personnes qui me font des dons sur Tipeee. Tous ces dons-là, ça me permet d'acheter un peu de matériel, des éclairages, peut-être un nouveau micro, un de ces quatre, parce que ça serait pas mal, parce qu'il commence à m'emmerder un peu celui avec le fil. Il y a une webcam qui va arriver aussi pour faire les lives. Il y a pas mal de petites choses. Il y aura des lives sur l'électronique, il y aura des lives sur les impressions 3D, sur les réglages des logiciels, tout ça. Ça va arriver dans pas longtemps. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver de toute façon. Là, la chaîne, là, je vais la booster à fond. Voilà. Il y a la artillerie, il y a la Effelson que je vais faire la vidéo dans la foulée, là, de toute façon. Il y a beaucoup de choses que j'ai à faire. Il y a elle, là, que je vais vous présenter. Il y a la W9, enfin, la duplicateur 9 qui est derrière. Il faut que je vous fasse la vidéo aussi. Je vais essayer de la faire dans le week-end. Je vais voir là. Mais elle va pas sortir tout de suite. Hein. Je vais essayer de les sortir une par semaine pour pas que ça arrive trop d'un coup. Voilà. Enfin, vous avez compris, quoi. Donc voilà, donc la Sidewinder partie 1, là c'est validé pour moi, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, hein, c'est artillerie 3dexpert.fr aussi. Après vous pouvez la trouver où vous voulez, mais eux ils l'ont en entrepôt français, et vous l'aurez en 48 heures, quoi. Voilà. Donc merci à tous et à bientôt.